L'air de notre appartement parisien était devenu lourd, presque irrespirable, comme si l'oxygène avait été remplacé par un gaz invisible composé de non-dits et de mensonges. Ce soir-là, la pluie battait les pavés de la rue de Rivoli avec une violence sourde. Je fixais le reflet de Julie dans le miroir de l'entrée. Elle se maquillait avec une précision chirurgicale, ses doigts effleurant ses paupières avec une légèreté que je ne lui connaissais plus. « Tu rentreras tard » demandai-je, ma voix trahissant une légère fêlure. Elle ne se détourna pas. Ses yeux, d'un verre d'eau d'ordinaire si apaisant, semblaient fixés sur un point invisible, au-delà de son propre reflet. « Le restaurant est complet ce soir, Marc. Le patron veut que je supervise la fermeture. Tu sais que le Lumière d'Or ne tolère aucune erreur, surtout avec la visite des critiques culinaires la semaine prochaine. » Elle attrapa son sac à main, un modèle de luxe qu'elle s'était offert récemment, prétendant avoir reçu une prime exceptionnelle. Elle déposa un baiser glacé sur ma joue, un simple effleurement de peau, dénué de toute chaleur humaine, et franchit la porte. Je restai seul dans le silence oppressant du salon. Julie travaillait comme maître d'hôtel dans l'un des restaurants les plus prestigieux de la ville. Mais depuis quelques mois, quelque chose avait changé. Ce n'était pas seulement les heures supplémentaires, c'était son regard, c'était cette façon qu'elle avait de cacher son téléphone sous son oreiller, ou ce petit rire nerveux quand elle recevait un message à 2 heures du matin. Le doute est un poison lent. Il s'infiltre dans les veines, obscurcit l'esprit et finit par dévorer le cœur. Ce soir-là, je décidai que le poison ne me tuerait pas seul. 20 minutes plus tard, j'étais garé à une distance prudente du Lumière d'Or. Les néons dorés de l'établissement se reflétaient dans les flaques d'eau, créant une atmosphère de film noir. À travers les grandes vitres fumées, j'apercevais le balai incessant des serveurs. C'est alors que je le vis. Thomas. C'était un jeune serveur, un Italien au regard de braise et au sourire carnassier. Il était arrivé au restaurant il y a 6 mois. Julie m'en parlait souvent au début, louant son efficacité. Puis elle avait cessé de prononcer son nom, comme si le simple fait de l'évoquer brûlait ses lèvres. Je vis Julie s'approcher de lui, près du comptoir des vins. Il pensait être à l'abri des regards. Thomas posa sa main sur le bas du dos de Julie, un geste d'une familiarité révoltante. Elle ne se recula pas. Au contraire, elle se pencha vers lui, ses lèvres frôlant son oreille. Ils rirent tous les deux, un rire complice qui me fit l'effet d'un coup de poignard. Ma paranoïa n'était plus une théorie. C'était une réalité brutale, éclairée par les lustres de cristal du restaurant. Je restai dans ma voiture, le chauffage éteint, grelottant de froid et de rage. Vers minuit, les derniers clients quittèrent les lieux. Les lumières s'éteignirent une à une, ne laissant que l'éclairage de sécurité. C'est à ce moment-là que je vis une silhouette sortir par la porte de service. C'était Thomas. Il alluma une cigarette, la lueur rouge éclairant son visage satisfait. Quelques secondes plus tard, Julie le rejoignit. Elle n'avait plus son uniforme de travail. Elle portait cette robe noire décolletée qu'elle réservait normalement pour nos anniversaires. Ils ne perdirent pas de temps. Ils se dirigèrent vers la petite ruelle sombre derrière le restaurant. Je sortis de ma voiture, mes pas étouffés par le bruit de la pluie. Je me glissai le long du mur humide, sentant l'odeur des poubelles et du vieux béton. Je m'arrêtai à l'angle de la ruelle. Le spectacle était insoutenable. Contre le mur décrépit, Julie embrassait Thomas avec une passion sauvage, une faim que je n'avais pas vue chez elle depuis des années. Ses mains étaient perdues dans les cheveux du serveur, tandis qu'il soulevait le bas de sa robe. Le contraste entre le luxe du restaurant à quelques mètres et la vulgarité de cette scène dans la boue était frappant. Mais alors que je m'apprêtais à sortir de l'ombre pour les confronter, un bruit de pas lourds retentit. Une troisième silhouette apparut. C'était un homme imposant, d'une 60aine d'années, vêtu d'un manteau en cachemire qui valait une fortune. Monsieur Delacroix, le propriétaire du restaurant,
l'un des hommes les plus riches et les plus puissants de l'industrie. Thomas se figea immédiatement. Julie se recula, remettant sa robe en place d'un geste brusque, son visage pétrifié par la peur. Ou du moins, c'est ce que je crus au début. Delacroix s'approcha, un sourire cruel aux lèvres. Il sortit une liasse de billets de sa poche et la tendit à Thomas. « Bon travail, mon garçon », dit Delacroix d'une voix rauque et profonde. « Elle est aussi délicieuse que tu l'avais promis. Tu peux disposer. On se voit demain pour ton service de midi. » Thomas prit l'argent, fit un signe de tête moqueur et s'éclipsa dans la nuit sans un regard pour Julie. Je restai cloué sur place, le cerveau en ébullition. Julie n'avait pas seulement une liaison avec un serveur. Elle était le sujet d'un marché. Elle leva les yeux vers Delacroix, et à ma grande horreur, la peur disparut de son visage pour faire place à une soumission calculée. « Il a été un peu brusque ce soir, non ?» murmura Delacroix, en passant sa main gantée de cuir sur la joue de Julie. « C'est ce que vous aimez, monsieur le directeur, » répondit-elle d'une voix mielleuse. « Que je sois humiliée avant que vous ne me preniez. » Delacroix la saisit par le bras et l'entraîna vers sa limousine garée un peu plus loin. La voiture démarra en trombe, laissant derrière elle une traînée de fumée blanche. Je restai là, sous la pluie battante, l'esprit dévasté. Ma femme n'était pas seulement infidèle, elle participait à un jeu psychologique pervers avec son patron, utilisant le serveur comme un simple amuse-gueule avant le plat principal. Tout était orchestré. Chaque retard, chaque prime, chaque mensonge. Je rentrai à la maison, le cœur vide. Je m'assis dans le noir, attendant son retour. Vers 3 heures du matin, la porte s'ouvrit. Julie entra, essayant de ne pas faire de bruit. Elle sentait le cigare, le vin cher et... lui. « Marc, tu ne dors pas ?» demanda-t-elle en me voyant dans le fauteuil. Je ne répondis pas. Je me levai lentement et m'approchai d'elle. La lumière du lampadaire extérieur filtrait à travers les rideaux, dessinant des rayures sur son visage. « Comment s'est passée la fermeture ?» demandai-je d'un ton monocorde. « Épuisante » soupira-t-elle en retirant ses chaussures. « Delacroix est un tyran, il veut que tout soit parfait. Je suis vannée. » Elle s'approcha pour m'embrasser, mais je reculai. « Tu as quelque chose sur le cou, Julie. » Elle porta immédiatement la main à sa gorge, un éclair de panique dans les yeux. Elle courut vers le miroir de la salle de bain. Il n'y avait rien, bien sûr. C'était un test. Son automatisme l'avait trahi. « Tu es bizarre ce soir, Marc. Va te coucher, tu te fais des idées. » Le lendemain, je ne suis pas allé travailler. J'ai passé la journée à fouiller notre bureau. J'ai trouvé un double fond dans son tiroir de maquillage. À l'intérieur, il n'y avait pas de lettre d'amour. Il y avait des contrats de cession de biens. Julie transférait discrètement nos économies communes vers une société écran enregistrée au nom de Delacroix. Il ne se contentait pas de détruire mon honneur. Il vidait de ma vie de toute substance financière. Il me préparait une chute sans filet. Je décidai de jouer leur jeu. J'appelai Thomas, le serveur. J'avais trouvé son numéro dans l'annuaire du personnel que Julie avait laissé traîner une fois. Je lui donnai rendez-vous dans un bar miteux près de la gare du Nord. Quand il arriva, il avait toujours cet air arrogant. « Tu es qui ?» demanda-t-il en s'asseyant en face de moi. « Le mari de la femme que tu as plaqué contre un mur hier soir pour quelques billets de Delacroix. » Il pâlit instantanément. Ses yeux cherchèrent une sortie. « Écoute, mec, c'est pas ce que tu crois. » « C'est exactement ce que je crois, Thomas. Et je ne suis pas ici pour te casser la figure. Je suis ici pour te proposer une meilleure affaire. Delacroix te paie pour l'échauffer. Moi, je vais te payer pour le détruire. » Thomas hésita, sa cupidité luttant avec sa peur. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Delacroix a un coffre-fort dans son bureau au-dessus du restaurant. Je sais que Julie possède le code. Je veux que tu fasses en sorte qu'elle te le donne. Utilise tes talents. Une fois que j'aurai ce qu'il y a dedans, tu auras de quoi quitter ce pays et ne plus jamais servir un café de ta vie.
Le regard de Thomas changea. L'étincelle de la trahison s'alluma dans ses yeux. Pendant la semaine qui suivit, je vécus avec un monstre sous mon toit. Je regardais Julie manger, dormir, me sourire, tout en sachant qu'elle signait mon arrêt de mort financière chaque jour. La tension était si forte que j'avais l'impression que ma tête allait exploser. Le vendredi soir, le grand soir de la réception annuelle du restaurant, arriva. Julie était sublime dans une robe de soie émeraude. « Je ne rentrerai pas de la nuit, Marc. C'est la soirée de gala, je dois rester jusqu'au petit matin pour l'inventaire. »« Je sais, Julie, amuse-toi bien. » Dès qu'elle partit, je reçus un message de Thomas. « Elle est en haut avec lui. Elle a laissé son sac dans le vestiaire. J'ai les clés du bureau, viens vite. » Je me rendis au restaurant. Le chaos de la fête en bas me permit de me faufiler par l'entrée de service. Je montai les escaliers grinçants vers le bureau de Delacroix. Thomas m'attendait devant la porte, nerveux. « Dépêche-toi, ils peuvent te monter à tout moment pour... Tu sais quoi ?» Il ouvrit la porte. Le bureau était immense, sombre, sentant le vieux papier et le pouvoir. Je me dirigeais vers le tableau de maître derrière le bureau. Je savais que le coffre était là. Je composais le code que Thomas m'avait transmis, celui qu'il avait soutiré à Julie dans un moment d'égarement fin. Le coffre s'ouvrit avec un déclic métallique. Ce que je trouvais à l'intérieur n'était pas seulement de l'argent. C'étaient des dossiers sur des dizaines de femmes, des employés, comme Julie. Delacroix ne se contentait pas de les séduire. Il les brisait, les utilisait pour ses affaires louches, puis les jetait. Julie n'était pas son associée. Elle était sa prochaine victime et elle était trop aveugle pour le voir. Soudain, j'entendis des rires étouffés provenant de l'escalier privé qui menait directement à la salle de réception. « Viens, ma chérie, on va trinquer à notre nouveau contrat », disait la voix grasse de Delacroix. Je n'avais pas le temps de sortir. Thomas avait disparu. Je me cachais derrière les lourds rideaux de velours de la grande fenêtre. La porte s'ouvrit. Julie et Delacroix entrèrent. Ils étaient tous les deux ivres, titubants. « Où est ce petit imbécile de Thomas ?» demanda Delacroix. « Je voulais qu'il nous serve le champagne, ici. »« Oublie-le, Ricardo. Il n'est rien, juste un outil. Parlons de Marc. Quand est-ce qu'on lance la procédure d'expulsion? J'en ai marre de faire semblant de l'aimer. Son odeur me dégoûte. Chaque mot de Julie était comme un acide versé sur mes plaies. Lundi, ma belle. Lundi, il perdra tout. La maison, l'argent et sa dignité. Il sera à la rue. Et toi, tu seras officiellement ma directrice financière. » Delacroix s'approcha du bureau et s'arrêta net. Il vit le tableau de travers. Son regard se durcit instantanément. Quelqu'un a touché au coffre. Julie se figea, son verre de champagne à la main. « C'est impossible. Personne n'a le code à part nous. » Delacroix sortit un revolver de son tiroir. Mon cœur s'arrêta de battre. « Sors de là, Thomas! Je sais que c'est toi !» hurla Delacroix en braquant l'arme vers les rideaux. Je sentis la sueur couler dans mon dos. Je n'avais pas d'arme. Je n'avais que la vérité, et elle ne pesait pas lourd face à du plomb. Je sortis lentement de derrière le rideau, les mains levées. Le visage de Julie se décomposa. Elle devint livide, ses lèvres tremblant de façon incontrôlable. « Marc, qu'est-ce que... » ?»« Bonsoir, Julie. Je crois qu'on a beaucoup de choses à se dire avant lundi. » Delacroix pointa l'arme directement sur mon front, un sourire démoniaque étirant ses lèvres. On dirait que le pauvre mari a plus de cran que prévu. Dommage que ce soit la dernière chose qu'il fasse. Il posa son doigt sur la détente. Julie ne bougeait pas. Elle regardait la scène avec une sorte de fascination morbide. C'est alors qu'un bruit sourd retentit dans tout l'immeuble. Une explosion de lumière et de fracas. La porte du bureau vola en éclats. La porte du bureau n'avait pas simplement été ouverte. Elle avait été fracassée. Des hommes en uniforme noir, lourdement armés, envahirent la pièce dans un fracas de verre et de métal. La lumière aveuglante de leurs torches balayait les murs, transformant le bureau luxueux en une scène de guerre. « Police!
Personne ne bouge! Lâchez l'arme, Delacroix !» Le propriétaire du restaurant, figé par la surprise, laissa tomber son revolver sur le tapis épais. Le bruit sourd de l'arme touchant le sol sembla marquer la fin d'une époque. Julie, quant à elle, s'était effondrée contre le mur, ses mains cachant son visage, ses sanglots étouffés par le chaos ambiant. Je restais là, immobile, le cœur battant à tout rompre. Je regardais Thomas entrer dans la pièce derrière les officiers. Il n'était plus le serveur arrogant ou le complice nerveux. Il portait un brassard de la police judiciaire. « Beau travail, Marc », dit-il en s'approchant de moi, sa voix désormais calme et professionnelle. « On a tout ce qu'il nous faut. » Je le regardais, incrédule. « Tu es flic ?»« Infiltré depuis 8 mois, » répondit-il en jetant un regard méprisant vers Delacroix, qu'on était en train de menotter. On soupçonnait Delacroix de blanchiment d'argent à grande échelle et de trafic d'influence, mais il nous manquait le témoin clé, le maillon faible. Il pointa Julie du doigt. Elle releva la tête, les yeux rouges, son maquillage coulant sur ses joues comme de l'encre noire. Julie n'était pas seulement sa maîtresse, continua Thomas. Elle était celle qui manipulait les comptes. Delacroix la testait, Marc. Il l'utilisait pour voir jusqu'où elle pouvait aller par cupidité. Et elle a échoué à chaque test de moralité. Julie se leva, tremblante, et se tourna vers moi. « Marc, s'il te plaît, ils m'ont forcé. Delacroix me faisait chanter. Il disait qu'il détruirait ta carrière si je ne l'aidais pas. Tout ce que j'ai fait, c'était pour nous protéger. » Sa voix était pleine d'une émotion si convaincante que, pendant une seconde, mon cœur vacilla. Mais alors, je me souvins de ses paroles quelques minutes plus tôt. Son odeur me dégoûte. Je me souvins de son rire dans la ruelle avec Thomas. « Nous protéger ?» répétai-je, ma voix aussi froide que la pierre. Tu transférais nos économies sur des comptes offshore. Tu préparais mon expulsion. Tu riais de moi derrière mon dos avec l'homme qui te payait pour tes services. Ne me parle plus jamais de nous. Les policiers emmenèrent Delacroix, qui hurlait des menaces de mort à l'encontre de tout le monde. Puis vint le tour de Julie. Alors qu'on lui passait les menottes, elle me fixa avec une haine pure. La femme fragile avait disparu, laissant place à un prédateur acculé. « Tu penses m'y avoir gagné, Marc ?» cracha-t-elle. « Tu n'es rien sans moi. Tu resteras ce petit comptable ennuyeux dans ton appartement vide. Au moins, avec eux, je vivais. Je ressentais quelque chose. Toi, tu n'es qu'un cadavre qui respire. » Je la regardais partir, escortée par 2 agents. Le bureau devint soudainement très silencieux. Thomas posa une main sur mon épaule. « Désolé pour ton mariage, Marc, mais tu l'as échappé belle. Sans ton intervention de ce soir et les documents du coffre, elle t'aurait tout pris, et tu aurais fini en prison à sa place. Viens, on doit aller au poste pour ta déposition. » Les semaines qui suivirent furent un flou administratif et émotionnel. Le scandale fit la une de tous les journaux. Le Lumière d'Or ferma ses portes. Delacroix fut condamné à 15 ans de prison. Julie, grâce à sa coopération minimale et au fait qu'elle n'était que l'exécutante, s'en sortit avec 5 ans, dont 2 avec sursis. Je récupérai une partie de l'argent, mais l'appartement me semblait hanté. Chaque coin, chaque odeur me rappelait sa trahison. Je passais mes nuits à fixer le plafond, me demandant comment j'avais pu être aussi aveugle pendant tant d'années. 6 mois plus tard, je reçus une lettre. Elle venait de la prison de femmes de Fresnes. L'enveloppe était parfumée. Ce même parfum ambré qui m'avait mis sur la piste de sa trahison. Je l'ouvris, les mains tremblantes. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule page, écrite d'une écriture fine et élégante. « Cher Marc, tu penses être le héros de cette histoire, n'est-ce pas? L'homme bafoué qui obtient justice. Mais as-tu déjà ouvert le dossier bleu que tu as pris dans le coffre? Celui que tu n'as pas donné à Thomas parce que tu voulais le garder comme assurance? Regarde bien la page 42. Regarde la signature de l'investisseur principal de la société Écran de Delacroix.
On ne se débarrasse pas si facilement de sa famille. Marc, à bientôt. Julie. Mon sang se glaça. Je courus vers mon coffre-fort personnel et j'en sortis le dossier que j'avais effectivement dissimulé à la police. Je n'avais lu que les premières pages, trop dégoûté par les preuves contre Julie pour continuer. Je tournai les pages frénétiquement jusqu'à la 42. Mes yeux s'arrêtèrent sur un nom que je connaissais mieux que le mien. C'était le nom de mon propre père. Mon père, décédé il y a 3 ans, que je croyais être un honnête retraité de l'enseignement. Sous son nom, une liste de transactions s'étalait sur 10 ans. Mon père n'était pas un investisseur. Il était le cerveau originel. Delacroix n'était que son successeur. L'argent qui avait payé mes études, notre appartement et même ma bague de fiançailles pour Julie provenait de la même source de corruption que celle que j'avais aidé à démanteler. Tout mon monde s'écroula. Julie le savait. Elle l'avait toujours su. Elle ne m'avait pas choisi par amour, mais par stratégie. Elle s'était infiltrée dans ma vie parce qu'elle savait d'où venait l'argent. Elle n'était pas une victime de Delacroix. Elle essayait de récupérer ce qu'elle considérait comme son héritage familial. Je m'assis sur le sol, le dossier éparpillé autour de moi. La trahison de Julie n'était que la surface d'un océan de mensonges qui remontait à des générations. Soudain, mon téléphone sonna. Un numéro masqué. Je décrochai, le souffle court. « Allô? Marc? C'est Thomas. Écoute, il y a un problème. On vient de réexaminer les preuves du coffre, celui que tu nous as rendu. Il manque des pages cruciales sur l'origine des fonds. » Je regardais la page 42 dans ma main. La preuve que ma vie entière était un crime. « Je ne sais pas de quoi tu parles, Thomas, » dis-je, ma voix devenant soudainement calme, presque morte. « Marc, ne fais pas l'imbécile. Delacroix commence à parler en prison. Il dit que ton père était son mentor. Si c'est vrai, et si tu as caché ces preuves, tu es complice de blanchiment d'argent. Je dois venir chez toi, maintenant. » Je raccrochais. Je regardais par la fenêtre. La pluie recommençait à tomber sur Paris, effaçant les contours de la ville. Je pris un briquet. J'approchai la flamme de la page 42. Le papier commença à noircir, puis à s'enflammer. Je regardais le nom de mon père disparaître dans les cendres, emportant avec lui le dernier vestige de mon innocence. Mais alors que les cendres tombaient, sur le tapis, je réalisais une chose terrifiante. Julie avait envoyé cette lettre, en sachant que Thomas m'appellerait. Elle avait orchestré ma destruction depuis sa cellule de prison. On frappa à la porte, des coups violents, impatients. « Marc, ouvre cette porte, c'est la police !» Je ne bougeais pas. Je me dirigeais vers le miroir de l'entrée, celui-là même où Julie se maquillait le soir de ma première suspicion. Je regardais mon reflet. Je ne vis pas un mari trahi. Je ne vis pas un homme honnête. Je vis le fils de mon père. Un homme qui, au lieu de dénoncer le crime, choisissait de brûler la vérité pour sauver sa peau. Le verrou de la porte commença à céder sous les coups de bélier. Je souris. Un sourire triste et fatigué. Julie avait raison sur un point. Je n'étais plus un cadavre qui respire. J'étais enfin devenu l'un d'entre eux. La porte vola en éclats. Thomas entra, son arme au poing, mais il s'arrêta net en me voyant assis tranquillement dans le fauteuil, un verre de vin à la main, les cendres du dossier à mes pieds. « Trop tard, Thomas, » dis-je en levant mon verre. « Le dîner est terminé. » Dans le reflet du miroir, juste avant que les menottes ne se referment sur mes poignets, j'eus l'impression de voir Julie, debout, derrière moi, déposant un baiser glacé sur ma joue. La trahison n'est pas un événement, c'est un héritage. Et ce soir-là, j'avais enfin accepté le mien.